parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre chez les grandes gueules. Voilà les conséquences. Nous faisons de la radio et de la télé en même temps. Le plaisir de vous servir tous les jours du lundi au vendredi. Vous le savez, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, à décrypter les sujets qui ont marqué la vie de la nation. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les numéros défilent juste en bas de votre écran. Vous pourrez donc interagir à cette émission 657 39 13 13 ou nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG. Nous ferons le plaisir de relayer vos messages, bien entendu, dans la deuxième partie de cette émission. Nous partons avec ce premier sujet. Donc, Salguidia, l'État guinéen, a signé le 15 novembre 2019 un protocole d'accord avec la société émirati Asset Management Ltd d'Abu Dhabi à l'effet d'investir dans l'aménagement et l'exploitation des terres agricoles de l'ex-Salguidia dans la préfecture de Forêt-Caria, bien entendu, pour la production, la transformation industrielle, la commercialisation et l'exportation de l'ananas et autres produits maraîchers. Le décret de dissolution de la société Salguidia et la convention d'établissement de la nouvelle société SAGE SA dispose que le passif social est à la charge du partenaire émirati et le passif d'exploitation à la charge de l'État. Où en est-on donc sur ce dossier? Ces questions ont-elles été réglées? Nous essayons donc de comprendre dans cette émission. Nous aurons comme invité Ansoumane Souma, ancien directeur général adjoint de Salguidia, et Goumou Yeke, c'est ça, Goumou Yeke, conseiller donc du ministre de l'Industrie et des PME. Nous allons essayer de les appeler au téléphone pour essayer de comprendre ce sujet. La Cour des comptes invite les candidats à la dernière présidentielle à justifier leurs dépenses de campagne. C'est un exercice réglementé par les lois du pays et qui entre dans le cadre de la transparence autour des fonds utilisés par les formations politiques. L'Union des forces démocratiques de Guinée, dont le candidat est arrivé deuxième, exige d'abord l'ouverture de ses bureaux avant de se plier à la demande de l'institution constitutionnelle. Nous aurons Karamou Madi Kamara pour parler du fondement juridique de la justification des fonds de campagne. Lui, c'est un jeune politique qui entend faire de nouvelles propositions. Il a d'abord été vu à la tête de l'UDIR et même présenté candidat aux dernières législatives de querelles internes et une affaire judiciaire. Des querelles internes et une affaire judiciaire ont fini par avoir raison de lui. Morikaba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne souhaite pas disparaître de la scène politique. Il revient avec l'avenir d'une Guinée nouvelle, donc une nouvelle formation politique. Il est notre invité. Nous allons le prendre dans la deuxième partie de cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à studio Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Madame Yero, bonjour à tous. Merci. Tu nous as manqué ces derniers temps. Oui, de toute façon, je suis dans les couloirs. Mafoudia Bangoura qui nous rejoint, bonjour, bienvenue. Bonjour Hiro. Alors, Bonjour Jacques-Léo Aleno. Bonjour à tous. J'ai envie de dire bonjour aux policiers et bonjour au ministère des Transports. Vous savez, on est en train de mettre des feux progressivement. C'est quelque chose de très bien. En tout cas, si on s'habitue, ça va lutter contre les embouteillages. Ouais. Nous qui sommes par là, qui utilisons le rond-point de Sangoya, j'invite quand même les deux ministères, celui de la sécurité, celui des transports, à nous former davantage. Parce que vous pouvez arriver au rond-point, vous avez vous voyez de tous les côtés, c'est rouge. Donc les gens continuent à circuler. Ouais. Non, mais le problème, c'est que ceux qui gèrent les feux et ceux qui circulent agissent de la même manière. Il y en a qui peuvent voir le rouge. Oui. Les gens peuvent voir, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le feu, mais après, ils arrivent, ils continuent. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut véritablement intégrer dans les pratiques. Et ce qu'il faut ajouter à cela, d'ailleurs, qui est aussi très important, c'est au niveau de ces ronds-points, quand les policiers, parce qu'à la tannerie par exemple, il y a une caméra de surveillance actuellement qui est fonctionnelle, mais aussi il y a le feu. Qu'est-ce que les policiers font? Ils se mettent en retrait de la caméra, en fait, derrière les feux de la caméra, pour se mettre à racketter les chauffeurs, les policiers. Ils viennent parfois en dizaines.
et ils envahissent parfois. Ils ne savent plus comment le feu fonctionne et chacun cherche à se faire plein les poches. Et je crois que j'ai appelé le porte-parole la dernière fois, Mori Kaba, sur la question et progressivement ils sont en train de changer de comportement. Et moi, je pense que Hierro, il ne faut pas se leurrer. Ça fait des années. Il y a une génération de Guinéens qui ne connaît pas c'est quoi les feux. Ça fait longtemps. Donc, il va falloir travailler sur la sensibilisation, radio, télé, dans les quartiers. Oui. Il ne faut pas faire comme si on connaissait et puis installer seulement. Après, c'est pour se plaindre qu'il y a des accidents ou il y a des problèmes. Il faut sensibiliser, dire à quoi ça sert ces feux et surtout à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut passer. Parce que des fois, c'est le véhicule qui doit passer, c'est des piétons. On voit passer, il faut sensibiliser, il faut dire comment utiliser. Il n'y a pas de passage piéton par endroit. Voilà, il faut vraiment sensibiliser. Il ne faut pas laisser comme ça. On connaît pas. Vous l'avez dit, la sensibilisation est importante. Donc, le ministère de la Sécurité, celui des Transports, vous êtes alerté. Ce serait bien de sensibiliser les citoyens pour qu'ils puissent s'habituer donc à ces feux tricolores. On en vient à ce sujet. Nous ouvrons le débat ce matin. Nabayaguet, il y a un nouvel épisode, Jacques Lewaleno. Oui, bien entendu, hier on parlait de les grandes gueules. Le secrétaire général du ministère qui souhaite réagir à notre sortie. Ce serait important qu'on ait cet échange parce que le peuple a envie de comprendre. On est en train de parler du Nabayaguet. Au départ, tout le département avait fui les médias. Je crois que ça n'a pas de sens. On parle d'eux, c'est parce qu'ils gèrent les comptes publics, c'est parce qu'ils aident quelqu'un que le peuple de Guinée a élu à la tête du pays à gérer donc cet état-là. Donc, il est important qu'on puisse avoir cet échange autour des différentes questions que nous soulevons. Je souhaite vivement qu'on ait cet échange-là autour des ZERAM. Ce que j'ai envie d'ajouter, en attendant que Daouda prenne la parole sur des questions d'ordre financier, il y a le projet. J'ai parlé hier des projets qui ont été financés par GTZ pour les migrants. Il y a eu également un autre projet qu'on a appelé PAFISAM, qui est, je crois, la signification, c'est le programme d'amélioration de la formation pour l'insertion dans les domaines agricoles et miniers. Ça aussi, c'est un programme qui existe, mais qui cible certaines écoles, dont Boké, Fria, Tolo, dans Mamou. Donc, quelques écoles comme ça qui ont été ciblées pour former, n'est-ce pas, des jeunes qui devraient sortir avec des certificats d'aptitude professionnelle et certains le BTS. Mais vous voyez, dans la philosophie de ceux qui ont précédé donc Zénab à ce département, c'était de faire en sorte que les filières soient logées dans les régions spécifiques. C'est-à-dire, si par exemple on a décidé d'ouvrir une école professionnelle à Tolo, il faut qu'on sache davantage quel problème on veut résoudre sur le plan local, quel métier peut prospérer, n'est-ce pas, sur les grandes gueules dans ce domaine-là. Donc, ces projets-là existent. Je crois que ça a été financé par l'Agence française de développement. Maintenant, le gros du problème qui existe aujourd'hui et sur lequel je veux entendre, n'est-ce pas, le département, c'est quel programme on veut prendre pour amener au niveau des ZERAM. Parce que pour la GIZ, programme pour l'insertion professionnelle des migrants retournés et le PAFISAM pour, n'est-ce pas, des jeunes de divers ordres, mais qui sont orientés vers les domaines agricoles et miniers. Ces programmes-là qui existent, qui sont affinés, qui sont travaillés par les techniciens du département, ces programmes-là existent. Maintenant, il est question de savoir ce qui a été fait des programmes qui sont destinés aux ZERAM, où on est appelé à avoir des aides ingénieurs pour notre pays. Parce que c'est de cela il s'agit. Il ne s'agit pas de former tout simplement des gens qui vont sortir avec des diplômes pour devenir des simples ouvriers, mais des gens qui peuvent être des aides ingénieurs, des techniciens de haut niveau et qui par la suite peuvent demander une formation post-universitaire, pourquoi pas, pour devenir des véritables ingénieurs ou des techniciens supérieurs. Des techniciens supérieurs. Oui. Alors, Daouda Mohamed Kamara, j'en parlais tout à l'heure, il y a du niveau, on va parler chiffres à présent. Oui, on va parler chiffres à présent et cela va concerner notamment les primes qui ont été décaissées pour l'organisation des examens, mais aussi pour
d'autres concours qui devaient avoir lieu après les examens. Alors, à ce niveau, il y a des chiffres. Il y a d'abord 26 milliards 776 millions 441 francs, de francs guinéens qui ont été décaissés comme prime des examens de sortie session 2020 et qui devaient arriver aux inspections régionales de l'enseignement technique qui, il faut le rappeler, ces inspections n'auraient reçu que 300 millions par inspection, et c'est là sans prendre en compte les réalités ou l'étendue des écoles professionnelles qui peuvent se trouver là. Sur un montant de 26 milliards, il faut le dire, et les inspections générales de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays calculaient bien 300 millions que chacune des inspections reçoivent. Il y a bien un déficit ou il y a bien un gap qui n'a pas été, qui a été calé quelque part, on ne sait pas pour où. Alors, il y a également les 100 millions qui ont aussi été accordés pour l'organisation du concours d'entrée session 2020. Et à ce niveau, il y avait 16 milliards 706 millions qui étaient décaissés pour cela. Et chaque inspection générale a reçu chacune 100 millions. Et question à savoir également sur les 16 milliards, si chaque inspection reçoit 100 millions, et aussi à ce niveau, il faut le dire, 100 millions, on vous dit de n'utiliser que 80 millions et pas 100 millions dans la totalité, parce qu'on devait garder les 20 autres millions pour autres activités, même si cela n'a pas été dit à la sortie. Alors, dans ce montant suivant, l'ordre de virement numéro OV 2020 4125 en date du 30 juillet 2020, plus de 4 milliards 498 millions de francs guinéens avaient été décaissés à l'avis numéro BK 2021 5020 du ministère de l'enseignement technique à titre de prime des examens de sortie session 2020. Au même titre et à la même date, un autre virement de plus de 22 milliards 281 millions avait été fait, ce qui fait un montant de plus de 26 milliards 779 millions de francs guinéens au titre de prime seulement pour l'organisation des examens. Et sur le montant, je le disais tantôt, 300 millions ont été accordés à chaque inspection sur les 26 milliards. Mais malheureusement, dans ce montant, il faut le dire, une des inspections régionales déclare n'avoir bénéficié que de 300 millions, comme je le disais. Et c'est le même montant que les autres inspections auraient reçu sans tenir compte du nombre d'écoles et de candidats qui peut varier quand même. On ne peut pas avoir le même nombre de candidats à Conakry qu'à Kankan ou à Zérékoré. Donc, cela n'a pas été pris en compte. On a accordé juste des montants forfaitaires à toutes les inspections. Et faisant le calcul sur la base de cette information, il faut le dire, dans les 26 milliards 779 millions, c'est seulement 2 milliards 400 millions qui ont été répartis entre les 8 inspections régionales de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Et la question qui se pose maintenant, si on n'a utilisé que 2 milliards 400 millions, les 24 autres milliards 379 millions restent à justifier parce qu'on ne sait pas où ça a été logé, où ça a été encore mis dans un compte bien sécurisé, comme on nous le dit souvent. S'agissant donc du concours d'entrée session 2020, 3 virements à la date du 31 août 2020 avaient été faits du Trésor pour le compte du ministère de l'Enseignement technique au titre des primes de concours. Le montant s'élevait à plus de 16 milliards 705 millions et dans ce budget, la source que nous avons contactée révèle n'avoir reçu que 100 millions pour l'organisation de ce concours avec l'instruction, comme je le disais, que 80 millions soient utilisés, ce qui donne un total de 640 millions pour l'ensemble des régions dans le cadre de l'organisation du concours. Sur 16 milliards 705 millions, on n'a pu utiliser que 640 millions de francs guinéens. Alors, sur la destination des 20 millions, il reste encore à savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais quand on va plus loin, il y a également, on nous affirme que le ministère aurait intimé, comme je le disais, que les 20 autres millions devaient être utilisés autrement. On ne sait pas si ça a été utilisé à date parce qu'il y a une lettre qu'on a vue circuler depuis avant-hier
qui devait rentrer en vigueur aujourd'hui, le 23 aujourd'hui, mais qui est sorti depuis 2 jours avant, comme on ne sait pas trop sur la question. En clair, si on s'en tient aux chiffres disponibles auprès des inspections générales de l'enseignement technique pour l'organisation des examens de sortie et des concours d'entrée-session 2020, tout le montant mis à leur disposition font en somme toute 3 milliards 200 millions de francs guinéens, alors que plus de 43 milliards 484 millions avaient été décaissés à la demande de la ministre Zainab Dramé, puisque c'est elle qui est là, pour permettre à son département d'organiser ses examens. Donc à ce niveau, le ministère nous doit bien des explications sur le reste des montants. Si on a pu décaisser que 3 milliards 200 millions pour les examens et sur les 43 milliards, il y a bien des questions à se poser à ce niveau. Comme si on avait 40, un peu plus de 40 milliards quand même. C'est 43. 43 milliards. Et quelques poussières. On a décaissé. Le ministre Diobaté dit que tout n'est pas sorti parce qu'il y avait ce concours qui devrait avoir lieu en décembre, mais qui va désormais avoir lieu en janvier. C'est pourquoi les 15 milliards n'auraient pas été sortis des caisses de l'État. Sauf que les informations que nous avons bien entendues avec nos confrères d'inquisiteurs, il y a bien des décaissements qui ont été faits entre-temps. Et donc, même les 15 milliards auraient été touchés. De toutes les façons, il y a bien des éléments à pouvoir observer. Surtout, on peut se tourner vers les bénéficiaires. En tout cas, vers qui ces fonds-là sont allés. Justement, on a l'un des bénéficiaires en direct, une source qui a accepté de se confier à nous. Bonjour, messieurs. Les grandes gueules. Allô, bonjour. Je ne sais pas s'il nous entend. On va essayer de le rappeler. C'est une de nos sources qui a quand même bénéficié de ces fonds, qui va essayer de nous apporter donc quelques précisions. Jacques Lewa Leno, surtout par rapport à l'organisation de ces examens. Par rapport à l'organisation des examens, au fait, il y a des éléments à vérifier qui sont basiques à mon avis. Le ministère dit qu'on a augmenté le budget parce qu'il y avait le coronavirus. Il y avait donc beaucoup d'exigences, notamment les grandes gueules. De salles. Il fallait augmenter des salles parce qu'on a gardé les candidats 15 par salle, ce qui entraînait automatiquement la démultiplication des salles, mais également du nombre de surveillants. Donc, c'est ce qui aurait justifié, n'est-ce pas, l'augmentation de ces montants de ce budget donc, qui est allé jusqu'à 43 milliards. Il y a aussi d'achat d'équipements pour permettre à ce que les examens soient organisés dans des conditions de santé requises pour éviter qu'il y ait des contaminations. Voilà donc autant de raisons évoquées par le département pour justifier l'augmentation des 15 milliards sur les 27 qui avaient déjà été, je crois, votés par les techniciens du département. On va essayer de repartir sur le terrain pour parler avec notre source, bien entendu. Allô, bonjour, monsieur. Les grandes gueules. Vous nous entendez? Je pense qu'on a quelques soucis techniques. Amadou So qui se bat comme un beau diable pour essayer de régler les choses. J'espère qu'il va y arriver. On va donc essayer d'appeler notre source qui va intervenir sous le couvert de l'anonymat, bien entendu, pour nous parler, pour nous éclairer un peu par rapport à cette situation, éclairer aussi la lanterne de nos auditeurs et des téléspectateurs sur ce sujet dont on parle. Que vous inspire tout ceci, Mafoudia Bangoura? À votre avis, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on fasse une communication, notamment, je veux parler du département, qu'on explique clairement au peuple de Guinée ce qui s'est réellement passé? Parce que les journalistes, notre intention n'est pas, par exemple, de ternir l'image de quelqu'un. On s'interroge sur des choses, nous faisons des révélations. Le mieux aurait été qu'on donne des explications claires sur la gestion de ce fonds dont on parle. C'est vrai qu'il y a un gros problème par moment qui existe entre les médias et les gouvernants. C'est vrai qu'il y a chaque fois le travail qui est fait du côté, par exemple, des institutions comme la HAC ou certaines organisations pour justement rappeler à chaque fois cette complémentarité. Nous sommes des journalistes, nous parlons de beaucoup de choses et aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Et ce gouvernement, comme le rappelait Jacques tout à l'heure, ce qu'ils utilisent, c'est le fonds public. Et évidemment, lorsqu'il y a des doutes sur certaines choses,
les journalistes ont le droit de se poser des questions. Et de leur côté, lorsqu'ils sentent que ce n'est pas fondé, ils ont tout à fait le droit de porter plainte. Et c'est pourquoi je salue, si on veut, je salue l'engouement, je ne dirais pas l'engouement, si on veut, l'assurance chez nos confrères qui se portent à la justice. Et ça devrait être de même du côté du côté du ministère de l'enseignement technique, parce que le plus important, c'est de pouvoir clarifier les choses, savoir si l'argent dont on parle a été bien utilisé ou pas, ou ça a été volé comme ça a été dit au départ. C'est le plus. On n'a pas parlé de vol. Non. Attention. Non, on va de vol, mais de détournement. Détournement, c'est quoi? De prétendu détournement. Alors je vais dire présumé vol. Parce que même prendre sur une ligne pour amener sur une autre, on peut parler de détournement. Les fonds doivent être utilisés. Et je pense que l'autre mot pour ça, c'est le vol. Non, c'est pas du c'est vol. trop cru. Attention, bien, attention aux mots. On va essayer de repartir sur le terrain. Je pense que cette fois sera la bonne. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà, bienvenue. Allez-y, Jacques Léo-Aleno. Alors, vous acceptez qu'on parle de vous parce que vous avez dit que vous voulez vous confier, vous avez entendu beaucoup de choses sur cette affaire. Vous êtes inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Kankan. La première question, c'est de savoir, bien entendu, par rapport aux examens, quel montant avait été envoyé au niveau de la région que vous gérez? Monsieur, bonjour. Allô? Vous êtes à l'antenne, monsieur, nous vous écoutons. Je dis, moi, je suis un RPC. Un RPC. Pas un RPG, mais un RPC. Oui, je vous dis que je suis un RPC. D'accord. La question maintenant, et moi, je n'ai pas besoin de mentir avec mon âge. Allô? Oui. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Et allô? La communication n'est pas facile, Amadou. Est-ce qu'il est là? Il est à l'antenne? Très bien. Je suis à l'antenne, oui. Ici en studio. Moi, je suis bien à l'antenne. Vas-y, monsieur, nous vous écoutons. Je m'appelle Gilmangan Dubati. Monsieur Djelmandia, allez-y, puisque vous avez dévoilé votre identité. Allez-y, dites-nous, vous vouliez nous parler de ce sujet, de ce sujet brûlant de l'actualité, notamment ces fonds qui ont été reçus pour l'organisation des examens au niveau des écoles professionnelles. Nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Avant de parler de ces fonds, je vous dis d'abord que moi, je suis un RPC et je suis un frère au président de la République. Son jeune frère Malik Condé est un ami, paix à son âme. Et je n'ai aucune raison tout ce qui va ternir l'image du président, je ne peux pas cautionner à ça. Ça, c'est un. De deux. Allez-y. Bon, donc de deux, je ne peux pas mentir pour ternir l'image du président. Tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui, vraiment, ça nous surprend. Et ce qui est autour de ce problème d'argent-là, nous, on a eu beaucoup de problèmes à l'examen de sortie. Parce que le budget qui a été ficelé, et ce qu'on a réussi, comme vous venez de révéler tout de suite, avec des informations que vous avez, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Parce que vous avez vos sources, et ces sources-là sont fiables. Donc, en réalité, tout ce que vous dites là, c'est une réalité en soi. Alors, pour la région de Kankan, M. Dubaté, permettez-nous de comprendre. Vous avez reçu combien pour les examens de cette année? Ce que vous avez révélé là, c'est bien ça qu'on a reçu. On n'a pas reçu en dehors de ça.
Parce que je vous ai suivi. On n'a rien reçu en dehors de ça. Peut-être que vous allez nous aider avec vos propres mots et nous dire c'est quoi l'État, qu'est-ce que vous avez reçu comme chiffre. Voilà. S'il vous plaît, j'ai reçu ce que vous avez révélé. Je n'ai pas reçu quelque chose en dehors de ça. Je crois que je suis clair. Puisque nous nous disons que, en tout cas selon notre source, d'abord 300 millions pour les examens, pour les primes, mais aussi 100 millions pour le concours qui devait aussi avoir lieu. Est-ce que exactement 300 millions et 100 millions que la région de Kankan a reçu, ou vous en avez reçu moins ou plus? Mon frère, si c'est la vérité, il faut le dire. Parce que l'homme ne doit pas avoir peur de l'homme, il faut avoir peur de Dieu. Dieu seul, le destin de Dieu est dans la main de Dieu. Donc la réalité, ce que vous venez de dire là, ce montant-là, c'est ce que nous avons reçu. Et on ne peut pas vous mentir pour quoi que ce soit. Question. Le ministère dit que pour cela, vous aviez été obligé d'installer d'abord les candidats 15 par salle, ce qui a entraîné l'augmentation du nombre de salles. Est-ce que c'est cela la réalité? Et des surveillants aussi. C'est pas ça. On avait bien prévu ça, mais compte tenu des circonstances qui se sont passées avec le montant qu'on nous a envoyé, on n'a pas pu faire comme ça, et ça c'était prévu. Combien de candidats aviez-vous par salle et combien de surveillants aviez-vous également? On a mis deux surveillants par salle. On a mis 2 surveillants par salle. Mais ce qui était prévu, un par table, n'a pas pu être fait. Ça n'a pas pu être fait parce qu'on avait tenu compte, de problèmes de corona, de Covid-19. Mais avec les circonstances qui se sont passées et le montant qu'on a réussi, on n'a pas pu faire exactement. On a fait de nos mieux pour que les enfants ne ratent pas, soit dans les conditions minimales de passer leur examen. Alors, dites-nous, est-ce que si vous disposiez des fonds nécessaires, vous auriez pu trouver de l'espace et tout ce qu'il faut pour cette distanciation sociale et tout? Effectivement. Ça, c'est effectif. C'est effectif. On a suffisamment de salles. Et il y avait la disponibilité du nombre de surveillants aussi, qui était bien là. En vous donnant ce montant, il y avait des prévisions qui étaient là, mais cela n'a pas été respecté. Quelle explication le département vous a donné sur ces chiffres? On avait prévu tel, mais voilà ce qu'on peut vous donner et voilà les raisons. Qu'est-ce qui vous a été concrètement dit, M. Dilmadian? Il n'y a pas eu ça. On n'a pas eu d'information. Ce qu'on a réussi, on a travaillé avec ça. Il y avait combien de candidats par salle? Je n'ai pas le statistique devant moi parce que je ne peux pas vous dire ça maintenant là. Mais on a mis en tout cas ce qui était possible dans les salles sans trop serrer les enfants. Mais je n'ai pas le. Est-ce que c'était au-delà de 15, de 20? Ah oui, ça c'était au-delà de ça. 20 à 25 personnes selon la grandeur de la salle. Personne. Donc on pouvait aller jusqu'à 30-40 si la salle était aussi très grande. Non, on n'est pas allé à 30-40, on n'est pas allé à ça parce qu'on ne pouvait pas risquer pour les enfants ou pour les surveillants même. D'accord. Il y a une autre question, c'est par rapport à l'achat de produits spécifiques. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On nous apprend que du côté de Nzerekure, il y a de l'argent qui a été envoyé pour cela. Est-ce qu'à Kankan, vous avez reçu de l'argent pour l'achat de produits spécifiques? Et quel était le montant? Non, on n'a rien reçu. Kankan n'a rien reçu. Si les écoles ont réussi en dehors de moi, d'accord, ça, je n'ai pas l'information, mais l'inspection régionale n'a rien reçu comme achat de produits spécifiques. Sinon, on est bien dans le besoin.
Alors, l'autre question, je sais pas. Oui, Non, mais justement sur ces produits spécifiques, est-ce que par exemple les lieux étaient suffisamment préparés quand je dis préparés, c'est par exemple par rapport au gel hydroalcoolique, aux différents équipements, port de bavette. Est-ce que l'inspection, les écoles, les kits d'hygiène, est-ce que des kits d'hygiène vous sont parvenus? Est-ce que vous aviez tous les équipements pour vous protéger contre l'épidémie à coronavirus? On a bien reçu l'équipement contre le coronavirus. Le don du président qui a été donné au ministère, nous avons reçu notre part et on l'a utilisé pendant les examens. Alors, l'autre question, les IRAM, vous êtes l'inspecteur général, l'inspecteur régional de Kankan qui s'étend jusqu'à Sigiri. Les IRAM, quel est aujourd'hui leur état? Est-ce que ces IRAM sont-elles prêtes aujourd'hui à accueillir les apprenants? Les curricula sont-ils élaborés aujourd'hui? Qu'en est-il concrètement? L'IRAM de Sigiri a reçu des équipements qui sont en train d'être montés. Il y en a qu'on a fini de monter certains, il y en a qui restent encore. Parce que l'équipement est venu à un moment qui n'était pas facile. D'abord, le déplacement de Kankan à Sigiri, l'IRAM est à 140 et quelques kilomètres de Kankan. Et donc, nous suivons ça régulièrement, tout ce qui se passe. Donc, tout équipement qui est venu n'est pas venu en dehors de nous. Et nous avons suivi ça. Il y a une équipe qu'on a mis en place. Et moi-même, en personne, je me suis déplacé pour aller. Donc, ça, l'équipement est déjà en place. Et les techniciens sont là pour monter. Il y en a qui ont déjà fini de... On a malheureusement perdu M. Djelimandja, qui essaie donc d'apporter des explications. Qu'on peut relancer tout naturellement sur la question des IRAM. Qu'on peut relancer effectivement tout naturellement. Et bien entendu, on va écouter également M. Michel Kouevogui, le secrétaire général du département de l'enseignement technique, qui souhaite également apporter des précisions. Notre invité qu'on a perdu, mais qui a aussi tout intérêt à être un peu plus précis sur certaines choses, parce que ce dont on parle d'un département, il y a un présumé détournement, donc eux qui interviennent pour nous dire ce qui est réellement, ce serait important qu'ils puissent apporter des chiffres sur combien ils ont perçu exactement, parce que ça c'est un peu vague tout ça à dire. Je ne peux pas vous dire combien on a perçu, qu'est-ce qu'on a dit, ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai reçu. Ce n'est pas, je pense que c'est assez vague pour un sujet aussi sérieux. S'il accepte d'intervenir à l'antenne, ce serait bien qu'il s'arme d'éléments qui puissent justement certifier qu'ils ont reçu tel montant. Peut-être que c'est ce qu'ils auraient dû recevoir selon ce qui va être révélé, mais un peu plus de précision aiderait à voir clair dans ce qui est en train de se passer sur le terrain. Bien, Jacques, peut-être qu'il y avait même des montants qui étaient prévus pour l'organisation de ces examens. On aimerait bien qu'ils nous disent, par exemple, là où il a travaillé, combien était prévu comparativement au montant qui a été reçu. Oui, déjà les 400 millions dont on parle, disons, on parle quand même de 27 milliards décaissés pour l'organisation des examens. Donc, si on a envoyé 400 millions par région administrative, dites-vous bien qu'on est très loin des 27 milliards. C'est cela, au fait, la remarque fondamentale qu'on doit faire dans les montants qui sont donnés. Vous prenez la région de Conakry, vous prenez la région de Boké, vous faites la multiplication, vous êtes loin de 3 milliards sur 27. Donc on a envie de savoir le reste a été utilisé pour quoi. Comment? Pour quelle fin? Nous avons M. Djelimandja qui revient à l'antenne. Rebonjour, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous nous entendez, M. Djelimandja? Oui, je vous entends. Bien, allez-y, Daouda. On était bien sur les IRAM parce que ce n'est pas que Sigiri, il y a également Kouroussa. Est-ce que au-delà des équipements, les curricula sont aujourd'hui élaborés, le personnel est ciblé, les apprenants peuvent aujourd'hui être reçus dans ces IRAM? Monsieur, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que l'IRAM de Sigiri, une école doit recevoir les élèves quand tout est déjà prêt. Et l'IRAM de Sigiri aujourd'hui, si ça doit être ouvert,
il faudra au moins peut-être un régime spécial pour l'ouverture. Il faut finir complètement les installations. Ça ne peut pas être au même cycle que les écoles qui sont ouvertes maintenant là. Parce que c'est maintenant qu'on doit organiser les concours. Et quand les concours seront organisés, les admis, les résultats, ce n'est pas à Cancan qu'on corrige les feuilles. C'est au niveau du service examen, ça va être qui va organiser la correction. Et tout ce temps-là que ça doit prendre, on ne peut pas maintenant ouvrir l'école. Est-ce que c'est possible cette année? Vous dites qu'on ne peut pas ouvrir. À supposer que les examens se fassent en janvier, parce que c'est ce qui a été dit. Normalement, les documents doivent être déposés par les candidats. Est-ce que c'est possible qu'on ait une année, cette année, une année scolaire, je veux dire, que les candidats, les élèves puissent aller étudier? Parce que nous sommes en décembre. Les examens se feront en janvier. Ça prendra certainement de temps. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il puisse y avoir études dans ces ERAM cette année? Vous savez, il y a un problème pédagogique. Quand le ministère juge nécessaire d'ouvrir en tenant compte de ces paramètres pédagogiques, il est bien possible qu'on l'ouvre. Mais le cycle ne sera pas un problème d'octobre maintenant à telle date. Ça sera un cycle spécial pour les ERAM, comme on l'avait fait dans les ENAE un moment. Très bien. C'est l'autre aspect que l'année scolaire ne s'arrête pas en juillet ou août, comme ça doit normalement se passer dans d'autres écoles. Donc régime spécial. Mais en termes de disponibilité sur le terrain, et en termes de formateurs bien sûr, d'équipement, vous avez parlé de Sigiri, mais de Kouroussa, c'est quoi la réalité pour Kouroussa? Kouroussa, dans la fête tournante, on a fait un CFPP à Kouroussa. Et ce CFPP, j'ai fait des démarches personnelles vis-à-vis du président de la République. J'ai fait un écrit pour qu'il y ait un CFPP à Kouroussa. Quand j'ai été nommé, compte tenu de la zone qui est orifère. Et maintenant, pendant la fête tournante, on a construit l'école. Et ce n'était pas équipé. Si ça doit être équipé, c'est peut-être maintenant. Mais il n'y avait pas d'équipement. Donc, je ne peux rien vous dire sur ça. Monsieur Djelimania, vous avez des formateurs à Cancan pour les ERAM? Il y a des formateurs qui ont été formés par le président de la République. Il a envoyé déjà des bourses, il a accordé des bourses à des Guinéens, des jeunes Guinéens, pour aller au Maroc pour être formateurs au niveau de ces ERAM. Donc, aujourd'hui... Oui. Vous parliez, je vous ai entendu parler un peu de leur expérience. Et aujourd'hui, il y a le département qui serait en train de miser sur les retraités pour les faire revenir, n'est-ce pas, dans ces écoles. Vous, en tant qu'ancien, c'est quoi le choix que vous privilégierez? Cette question-là m'enchante parce que aujourd'hui, il y a un vide au niveau des personnels enseignants. Comme le ministère a eu l'initiative de reprendre les formateurs tout en souhaitant former d'autres, ça c'est une très bonne initiative. Parce que nous, on a été préparés pour relever la relève avec les experts, avec des anciens. Quand ces gens-là partaient, nous, on était déjà prêts pour travailler. Moi, j'ai commencé l'enseignement technique en 1979. Donc, est-ce que vous pensez que ces jeunes qui sont notamment partis faire des formations ou qui ont fait des écoles professionnelles ici ne sont pas suffisants pour ne pas qu'on parte? C'est vrai qu'en cas de besoin, on peut le faire. On peut aller prendre des enseignants qui sont à la retraite. Mais vous l'avez dit, le besoin est-il réellement présent? Est-ce que ces jeunes ne peuvent pas combler ce vide dont on parle? Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'expérience. Il faut qu'ils soient avec les anciens ou avec des experts pour... Monsieur Djelimania, on parle de jeunes formés. De jeunes formés au Maroc dans ce sens, mais aussi de jeunes qui ont été formés ici par des experts canadiens, si je ne m'abuse. Ben, ils sont déjà dans les classes, mais ça ne suffit plus compte tenu du monde qui est parti à la retraite et qui ont de l'expérience. Ces jeunes qui ont été formés ici ne suffisent plus.
Je prends une de mes écoles, par exemple, où la section électricité, présentement, n'a pas de professeur d'électricité. Mais justement, l'autre question, la question dont on se pose ici, la question qu'on se pose, j'y arrive, c'est je veux dire, ces enseignants qui sont déjà partis à la retraite par rapport à l'évolution des programmes d'enseignement. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas besoin de remise à niveau de ces personnes pour ne pas qu'il y ait un déphasage entre les cours qu'ils vont donner et l'actualité, bien entendu, l'évolution des choses dont les élèves peuvent avoir besoin? Tu sais, l'enseignant est en formation perpétuelle. L'enseignant est en formation perpétuelle. Il s'adapte à l'évolution scientifique. Tout enseignant qui ne fait pas ça, il n'est pas un bon enseignant. Nous, quand on commençait, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans l'ordinateur. Et nous, on s'est adapté à ça. Donc, tout enseignant qui ne s'adapte pas à l'évolution scientifique, il est caduque. Et ces anciens-là, la plupart se sont adoptés. Ils se sont adoptés. Et il y a eu une formation. Allez-y, dernière question, oui, Daouda Mohamed. L'autre pan de ma question n'a pas été répondu, M. Djelimandian. C'est bien aujourd'hui les programmes pour les IRAM et aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous pensez qu'on peut aller avec le programme existant ou il faut revoir? Il faudra, pour les IRAM, on n'est pas encore en possession des programmes. C'est des programmes spécifiques, parce qu'il y a des spécialités spécifiques qui sont là. Et il y a des gens qui sont formés pour ça. Si les anciens arrivent aussi, il y en a qui ont été formés au Maroc il y a longtemps par le truchement de M. Damantan, qui a été ministre. Il a envoyé des gens en formation au Maroc, avant même M. Damantan. Quand au temps du président Conté, il y a eu des gens qui sont partis en formation dans ces différents pays, en Union soviétique, en Allemagne, au Maroc, etc. Donc ces gens-là, c'est eux qui sont mis à la retraite aujourd'hui. Si on dit qu'on a besoin d'eux, c'est compte tenu de leur maîtrise. Donc, Monsieur Djelimandia Djubaté, inspecteur régional donc, de la ville de Kankan, merci d'avoir parlé au GG ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Alors, on a écouté Djelimandia, Jacques Léo-Aleno. Oui. Finalement, qui a révélé son identité, parce que nous, on s'inquiétait. Non, quand on parlait, quand on était en train de préparer l'émission, il avait dit que lui, il n'a pas peur. Donc, il allait dire son nom, il allait dire où il était. Surtout que pour le sérieux qu'on pouvait accorder au sujet, on ne pouvait pas avoir une source anonyme pour parler au nom d'une inspection régionale. C'est pourquoi il a souhaité révéler son nom et donc son identité. Donc, on est parti avec. Donc, moi, il y a deux éléments qui retiennent mon attention. Les 400 millions qu'on a envoyés au niveau des inspections. 380. Parce que les 20 millions de 300, donc ça fait... Oui, ça fait 400 millions. Ça fait 400 millions par région, donc 4 fois 8, c'est je crois, 32. Donc 32 millions sur 27 milliards quand même. On est encore très loin. Alors là, très loin pour le budget, pour l'argent décaissé. Parce que le cumul est dans les environs de 4 milliards et quelques sur 26. Oui, sur 26. Donc, on a les 15 milliards, on nous dit ça, c'est pas sorti. D'accord. Mais sur les 27, voilà ce qui a été envoyé dans les inspections. Selon, en tout cas, cette source, donc l'inspecteur régional de l'enseignement technique de la formation professionnelle de Kankan, il est important qu'on ait des explications sur l'utilisation du reste du montant. Et pour les ERAM, j'attends bien entendu le secrétaire général, puisque l'inspecteur confirme que les programmes ne sont pas encore disponibles. On a envie de savoir c'est à quel niveau et d'ici quand ils vont les libérer. Et il y a, pour terminer, parce que Nabaya a pris encore un acte hier pour nommer, n'est-ce pas, les directeurs des études au niveau de ces IRAM-là. Donc, ça veut dire qu'elle est en train d'aller très vite. Elle veut vraiment ouvrir les IRAM en janvier. Après le concours. Oui, après le concours. Donc, disons en février peut-être, dans un régime spécial.
Peut-être. En tout cas, comme je le Mapoudia. disais, dans un souci de transparence, c'est bien d'aller tout ça très vite. Il est en même temps important que Nabaya et ses cadres au niveau du département puissent communiquer, on l'a dit, communiquer et surtout œuvrer à ce qu'ils nous disent comment l'argent a été utilisé, parce que ça y va de l'intérêt même, parce qu'il y a ce manque de confiance qui existe déjà. Quand il y a trop de soupçons et qu'on en a parlé pendant plusieurs semaines, je pense qu'on ne devrait pas... il est important de tenir la chose. Il ne s'agit pas d'aller en guerre avec les journalistes. Ils peuvent bien se le permettre, mais de toutes les façons, pour le citoyen lambda, pour les Guinéens, le plus important, c'est de savoir que ce que le département dit aujourd'hui est n'avoir utilisé le montant qu'à bon escient, eh bien, il est important que le département puisse le prouver. Ce ne sera pas pour les journalistes, mais ce sera pour les Guinéens qui les ont mandatés pour être là où ils sont. Cet autre pan, c'est M. Guélimandian Diobaté qui a été donc contacté par Inquisiteur, parce qu'il faut le rappeler, c'est le site Inquisiteur qui a révélé cet autre épisode. Est-ce qu'il faut craindre qu'il ne subisse le même sort que le monsieur de l'environnement qui a chuté, qui a finalement été remplacé? C'est une question quand même, c'est une préoccupation, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que c'est un espace, il s'est exprimé aujourd'hui qu'il peut subir cela, ou parce qu'il a violé... C'est un RPC quand même. C'est un RPC quand même. Il a rappelé, il y a insisté d'ailleurs. C'est un ami de Feu Malik Condé, qui est le défunt jeune frère du président de la République. Aujourd'hui, son combat, comme il l'a dit, c'est sauver le président de la République. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, en termes de corruption, ça se met à l'actif du président de la République, parce que c'est lui qui est aux commandes aujourd'hui. Et si on doit licencier tout le monde parce que les personnes ont voulu sauver un système, je crois qu'on finira par licencier tout le monde, ou on finira par transformer tout le monde en l'espoir, je vais dire, ou en je ne sais quoi. Il faut aujourd'hui accepter que les gens s'expriment, parce que ça y va dans l'intérêt même du président de la République et même de ceux qui pensent qu'il est le champion. Les grandes gueules. Aujourd'hui, on en a besoin dans notre pays. Bien. Aussi cela. Daouda Mohamed Kamara, le nouvel épisode de Nabaya Gate, vous l'avez compris, c'est la première partie. Et que dit l'autre son de cloche? Que dit le département? Dans la deuxième partie, nous donnerons la parole, comme je le disais tantôt, à M. Michel Koivogui. Il est le secrétaire général donc, de ce département. Il nous dira, il réagira aux propos tenus dans ce studio hier et aujourd'hui, notamment sur cette question. Vous allez l'entendre dans la deuxième partie, juste après la pause. Événement Espace TV. Dimanche 3 janvier à 20h40, Balaki, les oubliés de la République. Pour débuter l'année 2021, Espace TV vous embarque pour un voyage hors du commun dans la Guinée profonde. Défiant les routes les plus inaccessibles, traversant des zones jamais filmées, pour se retrouver au milieu de nulle part, seul, à patauger dans le noir. Mamadou Saliouba et Tierno Souleymane Diallo vous conduisent à la rencontre des oubliés de la République à Balaki, dans la préfecture de Mali, localité dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Balaki, les oubliés de la République, c'est ce dimanche 3 janvier à 20h40 sur Espace TV. Espace TV, la télé des vrais gens.